Mais en même temps, on voit exploser les spiritualités, les sagesses, le goût du zen, du bouddhisme, des sagesses anciennes, qui sont évidemment consommées, qu'on achète, mais quand même, c'est très paradoxal dans une société qui fonctionne à la performance et à l'urgence. Il y a une autre dimension qui existe. Autre paradoxe. C'est vrai que le porno est partout, en libre service et à toute heure, et que vous pouvez vivre dans l'orgie 24 heures sur Internet. Pas de problème. Mais en même temps, les mœurs sexuelles sont infiniment plus sages que débridées. Très vite, quelques éléments, si vous voulez. On a de très nombreux sondages sur cette affaire. Contrairement à ce que l'on disait dans les années 60, la libéralisation sexuelle n'a nullement mené au chaos, à l'anarchie, à l'orgie, au bacchanal de l'érotisme. C'est presque l'inverse. On parle partout, en effet, du sexe, mais l'affectivité sentimentale fonde plus que jamais le couple. Encore en 1950, il y avait des mariages dits arrangés par les parents. Aujourd'hui, on les met presque en prison, les mariages arrangés, parce qu'on considère que c'est une atteinte au droit de disposer de soi-même. Et je partage d'ailleurs cette idée. Donc, le sentiment que l'on nous dit disparaître, parce qu'il n'y aurait plus que du porno et de la sexologie, c'est une ignorance incroyable de ne pas regarder les choses. De fait, seul aujourd'hui le sentiment fonde le couple, fonde la réunion des gens. Alors après, les gens se séparent parce que ça c'est autre chose, mais c'est seulement ça qui le fonde. Autrement dit, l'accélération des vitesses n'a aboli ni l'amour, ni les passions du qualitatif, ni les aspirations à une vie équilibrée, et notamment dans le lien entre travail et loisirs. Partout, les surenchères hypermodernes sont freinées par les exigences du mieux vivre, dans l'habitat, l'alimentation, les sports, comme on le voit avec les sports fun, les sports de glisse. La société hypermoderne n'est pas unidimensionnelle. Partout, il y a des logiques d'excès, d'excroissance, mais qui s'accompagnent de cran d'arrêt, de contre-tendance. Partout, la désincarnation des plaisirs s'accompagne d'érotisation, de sensualisation, d'affectivisation. Je crois qu'il faut cesser d'assimiler l'hypermodernité à l'apocalypse. La lecture apocalyptique n'est pas récente d'ailleurs. C'est une vieille histoire, au moins depuis la fin du XIXe siècle. Les intellectuels adorent l'apocalypse. Il y a de l'apocalypse tout le temps. Tout le temps. Je me souviens encore, dans les années 60, les groupes trotskistes. Je me rappelle même le lieu où ça se passait. On peut démontrer, chiffre en main, dans 3 mois, le capitalisme mondial va s'effondrer. Bon, on pourrait multiplier comme ça depuis pas des siècles, mais depuis peut-être probablement 1 siècle et demi. La vision est à l'apocalypse. Alors aujourd'hui, c'est plus là-dessus, mais on reproduit cette vision apocalyptique au travers soit du marché, soit des nouvelles technologies. Je crois qu'il faut renoncer à ça en voyant simplement les paradoxes de cette société. Je crois que l'individualisation extrême de nos sociétés a affaibli les capacités de résistance des individus. Il y a une désorganisation des personnalités et ce phénomène-là, évidemment, se mesure. Il se mesure par tous les troubles psychopathologiques que nous connaissons. Cela étant,
là aussi, il ne faut pas sombrer dans l'apocalypse. Alors, on a eu l'apocalypse de la guerre froide, on a maintenant l'apocalypse d'Internet, on a l'apocalypse du marché, et on pourrait dire qu'il y a l'apocalypse de la dépression. Il y a un livre qui s'appelle La société dépressive. Bon, c'est une tendance. Mais une tendance, ça ne veut pas dire que tout le monde est dépressif en même temps et tout le temps. Il y a une tendance qui est importante. Mais enfin, ce n'est pas le tout de la réalité. N'oublions pas aussi que dans la société hypermoderne, c'est une société où on vit plus vieux, où les individus rebondissent, où il y a des offres ou des outils ou des prothèses qui permettent aux individus de sortir de leur malaise. Et je crois que ce qui caractérise l'époque et qui doit nous empêcher de sombrer dans un pessimisme radical, c'est que, en dépit de ces phénomènes-là, il y a des possibilités fréquentes de recommencer, de rebondir, de refaire sa vie. Le mariage, la vie, les gens refont leur vie très tard. On nous dit, ah oui, les gens se séparent maintenant. Oui, ils se séparent, mais ils recommencent. C'est la vie, ça. Donc, bien sûr qu'il y a des problèmes qui peuvent nous inquiéter, mais ça ne doit pas alimenter, je crois, cette vision facile, je crois, qui est la vision apocalyptique du monde contemporain. Pleine époque d'instantanéité, de vitesse, d'urgence, nous assistons à, au moins en Europe, je pense un peu moins en Amérique latine, mais en tout cas dans toute l'Europe de l'Ouest et aussi l'Amérique du Nord, le phénomène est très marqué. C'est à une formidable frénésie patrimoniale et commémorative. On dit parfois en plaisantant qu'il s'ouvre un musée par jour en Europe. On met tout est objet de musée. Il y a des musées partout. Il y a un musée John Lennon, comme il y a un musée de la chaussure, de la sardine, de la crêpe, un musée du chocolat, un musée du peigne. Je crois qu'on ne peut pas trouver un objet qui n'a pas un musée. Tous les ans, pratiquement, on vous donne à la télévision des émissions qui commémorent la mort de quelqu'un qui est mort il y a 3 ans, ou bien de tel chanteur. C'est systématique. D'une certaine façon, une société nostalgique qui ne cesse de nous faire revenir ce que nous avons aimé, les chanteurs que nous aimions dans les 60s. Alors, on les fait revenir, alors que, en principe, on est dans une société du pur instant. C'est contradictoire avec ce que l'on voit. La tradition est devenue un produit de consommation nostalgique ou folklorique. C'est un clin d'œil. Et voilà le comble du paradoxe. La tradition est devenue un objet mode. La tradition est mode. Ce qui est évidemment absolument contradictoire. Mais alors, complètement contradictoire. Plus on évoque et plus on met en scène la mémoire historique, et moins elle organise notre vie quotidienne. D'où ce trait de l'époque tout à fait étrange. On célèbre des choses, mais on ne les prend pas pour exemple. La religion, elle ne meurt pas du tout. Ce qui disparaît, c'est les pratiques traditionnelles de la religion. On est dans un nouveau dispositif hyper moderne et qui signifie quoi? Ça signifie une religiosité fluide, individualisée, désinstitutionnalisée. Et les signes sont très nombreux. Le nombre de baptêmes, le nombre de mariages, les croyants pratiquants, tout ça se délite. Les gens ont la foi, mais la foi, ils l'entendent comme ils veulent. Ils acceptent ceci, ils refusent cela, ils mélangent des traditions d'Orient avec des traditions d'Occident.
Bref, ils font un peu leur supermarché dans la spiritualité elle-même. C'est le modèle consumériste qui a réussi à phagocyter la religion elle-même. C'est pas une dépréciation nécessaire. Ça peut être au contraire quelque chose de plus authentique, parce qu'après tout, la religiosité traditionnelle, en termes modernes de foi et d'authenticité, c'est quand même pas l'idéal. Donc c'est vrai que c'est drôle, ce supermarché religieux, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui ne serait qu'une caricature. L'identité culturelle et religieuse aujourd'hui est devenue réflexive, elle est une démarche individualiste, elle est donc une expression de l'individualisation de la vie. Un mot encore, et ce sera ma conclusion. Alors, je ne sais pas. Il y a dans ce que j'ai dit une pente qui nous conduit à l'optimisme, une autre un peu plus pessimiste. Mais quand même, ce que je voudrais dire, c'est que il y a malgré tout dans notre société un ensemble de facteurs qui nous conduit à garder un optimisme pour l'avenir. L'effondrement des valeurs morales ne va pas jusqu'au bout de lui-même. C'est un mythe, ça, qu'on ait des sociétés totalement privées de sens moral, que les gens sont devenus complètement immoraux. En fait, il n'y a jamais eu autant de consensus sur les fondements éthiques des démocraties. Les protestations, les engagements éthiques se multiplient, de même que les associations, les ONG, les bénévoles, les droits de l'homme ne sont plus contestés dans leurs fondements, sauf par les mouvements terroristes. Toutes les valeurs, tous les référentiels de sens qui nous viennent de loin d'ailleurs, le juste, le vrai, l'amour, l'amitié, ça n'a pas disparu, ça. C'est pas parce qu'il y a Internet que tout va vite et qu'il y a du clonage. C'est pas vrai. La société ne marche pas que comme ça. L'hypermodernité se double, à côté de toute cette fuite en avant hyper technique, d'un renforcement du tronc commun des valeurs humanistes de base. Et c'est pour cela qu'on peut peut-être ne pas être totalement pessimiste pour l'avenir. Car il y a, je crois, un point simple. Il est simple, mais il est capital. Il y a toujours une puissance d'autocritique, d'autocorrection de nos démocraties, de tout ce qui ne va pas dans cette société. Et il y a pas mal de choses qui ne vont pas bien. Donc, l'âge présentéiste, l'âge du présent, n'est pas clos. Il n'est pas enfermé sur lui-même. C'est pas vrai que nous soyons emportés par un nihilisme exponentiel. Si cela était le cas, alors nous serions une sorte de poussière d'individus uniquement mus par la quête de l'argent et des intérêts, et on ne voit pas comment comprendre tous ces phénomènes de réaction. S'il y a de la corruption, et il y en a, mais il y a aussi une lutte et une dénonciation de la corruption. Parce que la dépréciation des valeurs suprêmes n'est pas totale, l'avenir de l'hypermodernité démocratique, à mes yeux, reste ouvert. On peut imaginer une hypermodernité plus juste, plus satisfaisante que celle que nous voyons aujourd'hui. De toute façon, et c'est vraiment ma conclusion, je crois qu'il faut éviter, face à cette question, de brandir à nouveau
ce qu'a mis en avant la modernité, c'est-à-dire la philosophie de l'histoire. La philosophie de l'histoire, c'est ces formations inventées au XVIIIe siècle, qui consistaient à dire on va dégager les lois de l'histoire comme il y a des lois dans la nature. De la même manière que Newton nous a dit qu'il y avait la pesanteur, eh bien il y a des lois de l'histoire. C'est ce que faisait Condorcet, par exemple. C'est ce qu'a fait Hegel, c'est ce qu'a fait Marx, qui nous disait, voilà, l'histoire a commencé comme ça, elle s'est développée comme ça, et elle va là, obligatoirement. C'est une loi. On n'arrête pas les mouvements des planètes. Pourquoi on pourrait arrêter la loi de l'histoire? Donc il y a une loi de l'histoire. Je pense que l'hypermodernité, c'est plus ça. On ne peut plus croire à ça. On ne peut plus croire à des lois objectives de l'histoire. L'histoire, elle se crée, elle s'invente par les hommes. Il y a une part considérable de cette notion que je n'ai pas traitée, ça aurait été un autre lieu de débat, de la responsabilisation des individus, mais aussi de l'État, dans la construction de l'avenir hypermoderne. L'avenir n'est peut-être pas rose, il est peut-être difficile, mais je crois qu'il n'est pas prédéterminé. Il est ouvert. On a des cartes en main pour mieux jouer la partie. Alors, eh bien, je dirais qu'il faut se souhaiter bonne chance pour que nous allions un peu mieux dans le sens un peu plus juste en rapport avec les valeurs qui sont toujours les nôtres. Je vous remercie.